Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À la mémoire de mes amis Tidiane Diop et Moussa Diagne. À la mémoire de Sémou Paté-Gueye, qui avait aussi inscrit l'Afrique dans le temps du monde. Introduction. Cet ouvrage regroupe une série de publications s'étalant sur quelques 15 ans. Elles forment un ensemble parfaitement cohérent dans la mesure où, sans exception, elles prennent l'Afrique comme centre d'intérêt. Mais l'Afrique envisagée ici est une part mundi, et non quelque terra incognita, étrange et lointaine. L'Afrique est connue depuis toujours et dès la plus haute antiquité, elle fait partie de l'histoire du monde, et les problèmes qu'elle pose sont ceux que déroule cette histoire. La première partie de cet ouvrage tente de penser l'Afrique dans le monde, puisqu'elle en est une partie. L'Afrique postcoloniale contemporaine est prise dans le tourbillon de la mondialisation. L'une des résultantes de la mondialisation est de mettre les cultures et les civilisations les unes en face des autres dans un temps mondialisé. Mais ce temps mondialisé, aux apparences d'uniformité, est aussi un temps éclaté, un temps à multiples dimensions. Parce que ces dimensions ne sont pas hétérogènes les unes aux autres et qu'elles sont structurées par le temps de l'information, les cultures et les civilisations ne s'ignorent nullement, mais du contact à la rencontre et de la rencontre au dialogue, il y a toujours des pas à faire. C'est après avoir tracé ce cadre que nous essayons d'y inscrire le possible dialogue des civilisations, nommément entre l'Europe et l'Afrique. Si ces deux grandes aires de civilisation, que lie un passé profond, douloureux et tragique, peuvent dialoguer, alors le dialogue des civilisations pourrait constituer valablement un paradigme universel. La deuxième partie cerne l'Afrique actuelle, prise entre guerre et paix, deux ingrédients de toute histoire humaine depuis la nuit des temps. Il ne fait pas de doute que les conflits, les crises, la guerre ne sont pas une spécialité africaine, mais parce qu'ils revêtent en Afrique noire un caractère accentué et constituent parfois une menace d'une exceptionnelle gravité pour sa survie, ils doivent retenir l'attention des penseurs, et pas seulement africains. Il convenait en particulier de réfléchir sur l'étiologie, la typologie, la symptomatologie, la prévention et la résolution des crises en Afrique noire. Au demeurant, cette réflexion fournit une nouvelle occasion de faire dialoguer l'Europe et l'Afrique en s'interrogeant sur ce que celle-ci peut apprendre de celle-là du point de vue de l'histoire de l'Occident illustrée par celle de sa philosophie, tout au moins en ce qui concerne l'idée si fondamentale de paix. La troisième partie, enfin, examine quelques défis africains majeurs. L'un de ceux-ci, crucial à mes yeux, est celui de l'éducation et de la formation, clé de voûte de tout développement africain. On ne saurait discuter le fait qu'un système d'éducation et de formation valable trouve son couronnement dans une recherche de haut niveau, que ne peut accueillir qu'un système universitaire de qualité, avec des bibliothèques au diapason des besoins scientifiques. C'est ici qu'il était important de rappeler, sur des bases solides, que l'université, la science et la recherche sont chez elles en Afrique, et non pas en terre étrangère. De quoi témoigner localement, entre autres, le centre universitaire de Tombouctou, au lieu de la recherche et de l'enseignement universitaire comportant publication de travaux, curriculum et collation de grades. En somme, il sied que les Africains fassent l'effort de se réapproprier leur mémoire. C'est cette réappropriation de sa mémoire par l'Afrique en vue de faire face au temps présent que nous avons appelé, voilà 15 ans, réafricaniser l'Afrique. À mes yeux, la réafricanisation de l'Afrique est un indice majeur de l'universalisation de l'humain africain qui est un contemporain, et non plus l'ancêtre de l'humain. C'est son ancêtre qui est peut-être l'ancêtre de l'humain, pas lui. Lui est un contemporain qui aspire à la démocratie ainsi qu'au développement, à la liberté et aux droits humains, à l'égalité des genres. Humain moderne, il veut tout ce que veut l'humain de ce temps. Et il sait que ce temps est un monde nouveau où l'héritage universel ne peut tourner le dos à l'émergence de l'individu, à la désacralisation de la nature, à la laïcisation de la société et de la pensée, à l'esprit critique et à la liberté de conscience, Sand 1996. C'est une erreur fondamentale de penser que l'Afrique noire, aujourd'hui en retard, pourra emprunter une rampe d'accès vers le développement et la vraie vie moderne sans revisiter une part de son héritage. Il n'y a pas de progrès sans réévaluation et parfois sans renoncement pour mieux s'armer, s'incruster, durer, s'adapter, conquérir le monde, progresser. En un mot,
L'Afrique a un énorme effort d'adaptation à faire comme par le passé pour vivre au rythme de ce temps nouveau. Mais elle ne pourra relever ce défi qu'en gagnant le pari d'édifier des États modernes, véritables instruments du progrès. C'est pourquoi la question fondamentale qui se pose à l'Afrique, 50 ans après les premières indépendances, demeure celle de son leadership politique. J'exprime mes remerciements à MM. Papa Demba Fall, géographe à l'IFAN-CH. À Diop et Nicolas Sagna, cartographe, qui m'ont aidé à établir une carte des conflits en Afrique subsaharienne et une carte des régions économiques de l'Afrique subsaharienne. Première partie, Penser l'Afrique avec le monde. Chapitre 1er, Mondialisation et rencontre des cultures, le dialogue est-il possible 1. Qu'est-ce que la mondialisation ? La mondialisation n'est pas un phénomène aussi récent qu'on le croit. Elle s'enracine dans l'histoire du capitalisme international, dont elle reflète et traduit le développement le plus accentué, dans des conditions historiques nouvelles marquées aujourd'hui, par la domination absolue de l'hégémonisme des États-Unis et des modèles qu'ils véhiculent. Dès que le mode de production capitaliste se forma en Europe et domina peu à peu l'ensemble de la formation sociale, des forces productives nouvelles furent libérées et eurent constamment tendance à déborder des frontières nationales, trop étroites, pour irradier à travers le monde et trouver à la fois de nouveaux produits, poudre d'or, gomme, bois, peau et ivoire, et de nouveaux espaces de développement dans un contexte de capitalisme commercial et financier primitif surgi à la fin du XVe siècle. Et au début du XVIe siècle, d'abord concentré vers la colonisation de l'Amérique. C'est dans ce sillage que s'est développée la traite par l'Atlantique qui réalisa, chemin faisant, la connexion économique et commerciale de 3 continents, Europe, Amérique et Afrique. C'est par le biais de la traite atlantique que s'est effectuée dès le XVIe siècle l'intégration de l'Afrique noire au système du capitalisme financier et commercial, Diouf 2002/30. Au terme de 300 ans de traite dont les conséquences furent une anémie et une anomie quasi totale de l'Afrique noire, les nécessités économiques du développement du système capitaliste se traduisirent à partir du XIXe siècle par des conquêtes et une expansion coloniale sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La presque totalité des nations non occidentales, Afrique, Asie, Amérique latine, furent soumises à la domination économique des principales nations européennes, France, Angleterre, Hollande, Espagne, Italie, Portugal. C'est ainsi que le monde fut proto-mondialisé sous la domination des puissances coloniales qui organisèrent, dans le cadre du système de production capitaliste, une nouvelle division internationale du travail et une nouvelle organisation commerciale du monde absolument soumise à la logique d'accumulation du capital. Les indépendances conquises ou octroyées à la fin des années 1950 et au début des années 1960 n'ont nullement remis en cause les structures économiques sur lesquelles se fondait la domination impérialiste, même si celles-ci ont été retouchées ou modifiées, et transformées de ce fait, en système néo-colonial ou postcolonial placé sous la loi du capital international dominant. Ce qu'on appelle mondialisation ou globalisation n'est donc pas un phénomène nouveau. C'est une nouvelle dénomination d'une réalité très ancienne, vieille de 3 siècles. Mais cette réalité a évolué, et est devenue infiniment plus complexe, et a su trouver les moyens et les ressorts d'une expansion continue. Au cours de son histoire, la formation sociale reposant sur le socle de l'économie de marché a révélé une faculté d'adaptation dont aucun penseur n'a pris l'exacte mesure, mais qu'il faut désormais concevoir comme indéterminée. L'on ne doit en aucun cas fermer les yeux sur cette réalité devenue plus complexe et pour cette raison, nouvelle, sans avoir à partager les illusions collectives d'une époque sur son propre sens et sur son destin. Parmi les différents facteurs qui ont concouru à la mondialisation actuelle, on peut citer 1 degré la croissance continue du commerce international et son extension jusqu'aux limites ultimes du monde, ce qui constitue l'un des facteurs les plus puissants de son unification. 2 degrés l'internationalisation de la production économique et sa délocalisation. 3 degrés les mutations qualitatives des technologies de la communication, qui ont entraîné une communication globale et instantanée dans un monde rendu presque virtuel. En un mot, on peut dire de la mondialisation Q'.
Elle est l'extension à l'échelle de la planète d'un processus complexe et inégal d'unification, sous l'égide exclusive de l'économie de marché, de tous les segments des activités traditionnelles des nations et des États. Commerce, flux financiers, organisation et production économique, culture et environnement semblent 2000/135. Il ne faut donc pas voir dans la mondialisation un phénomène neutre. Elle est à la fois une réalité et une idéologie. En tant que réalité, elle est la consécration du triomphe mondial de l'économie de marché sur tout autre système économique. Comme idéologie libérale, elle est destinée à gommer, après l'avoir vaincue et ridiculisée, jusqu'à l'idée même de la possibilité de toute autre voie socialiste d'organisation de la société et de l'économie comme recours au système capitaliste qui exprime toujours la domination de la puissance du capital sur la force du travail. On ne peut méconnaître le remarquable succès de cette idéologie libérale triomphante et dominatrice, puisqu'elle se présente non seulement comme unique cadre de perception et de représentation du monde, mais comme naturelle, si bien qu'elle n'offre d'autre recours que de s'adapter ou de périr. Par le passé, aucune idéologie n'avait réussi un tel tour de magie. Décréter naturelle et faire accepter comme telle la représentation idéologique, pourtant la moins parfaitement élaborée de ces 100 dernières années, de l'économie de marché entièrement assujettie à la volonté implacable de quelques immenses puissances financières. Du contact à la rencontre des cultures. Comment se représenter la rencontre des cultures dans ce contexte, et comment concevoir qu'elles puissent dialoguer ? Il faut tout d'abord s'entendre sur la notion de culture dont bien des gens n'ont qu'une acception réductrice, bien éloignée de celle que lui donnent l'anthropologie et l'ethnologie contemporaines. Alors que la civilisation est une somme de cultures concrètes en principe détachées d'une société particulière, la culture, elle, non seulement constitue le reflet d'une société particulière, parfaitement consciente de son identité propre, c'est-à-dire de ce qui la distingue des autres, son héritage propre, mais encore elle traduit le processus d'adaptation d'un groupe social à ses environnements immédiats ou lointains. C'est pourquoi la culture comporte aussi bien des aspects matériels, systèmes de production, architecture, organisation de l'environnement, etc., et sociaux, parenté, groupes sociaux, etc., qu'immatériels, contes, légendes, mythes, philosophie, morale, religion, langue, etc. Elle est donc toujours une totalité vivante, engagée dans un processus continuel d'adaptation. Toute culture qui perd la faculté de s'adapter est condamnée à la déréliction. Or donc, c'est dans cette direction qu'il faut rechercher la nouveauté radicale de ce temps de grande transition. Naguère, le seul horizon offert à une société ou à un individu était le cadre prédéterminé de l'espace social et naturel immédiat, dans lequel s'enracinaient ses traditions et se déployaient ses repères et ses traces. En somme, les cultures étaient attachées à un territoire et s'échappaient peu de leurs limites naturelles, si ce n'était sous une forme discrète ou exotique. Même deux sociétés géographiquement proches l'une de l'autre continuaient d'ignorer leur intimité réciproque, jusqu'à ce que le capitalisme, et ce fut un énorme progrès, même effectué dans la douleur, entreprenne d'ouvrir les sociétés les unes aux autres. Ce que la mondialisation actuelle a apporté, c'est non pas de provoquer la rencontre des cultures, mais de les mettre les unes en face des autres en se présentant elles-mêmes comme une superculture prétendant à être une monoculture, une cosmoculture. Aujourd'hui, le citoyen, pris comme individu singulier, est en contact direct, de chez lui, avec le monde entier. Il peut observer les autres cultures dans leur intimité. Cette profonde mutation, qu'on qualifierait de révolution si le mot n'était galvaudé, est d'abord le résultat de la télédiffusion moderne et de la télématique, dont l'Internet n'est que l'un des multiples développements contemporains. Au-delà des individus, les peuples se découvrent, mais se rencontrent-ils ? Dialoguent-ils vraiment ? Il ne faut surtout pas se voiler la face devant des réalités douloureuses, voire tragiques. Le contexte international est fait de foncières inégalités de toutes sortes. D'un côté s'amasse la richesse et la prospérité, de l'autre s'entasse la pauvreté et la misère. D'un côté rayonne le luxe et la luxuriance, de l'autre dominent les privations. D'un côté s'échappe la bonne humeur des nantis, de l'autre sourd la clameur des déshérités. D'un côté s'élève l'espoir, de l'autre une plaintive désespérance. L'on voit ainsi combien il reste plus que jamais nécessaire, pour comprendre le monde actuel, d'avoir à l'esprit la structure complexe des classes et des forces sociales qui le composent,
et dont les conflits d'intérêts demeurent l'une des forces directrices de l'histoire contemporaine, malgré tous les efforts des idéologies officielles dominantes pour nier ou dénaturer les oppositions et les antagonismes de classe et présenter le libéralisme le plus féroce comme le nec plus ultra de la condition humaine. Il n'y a pas, encore, de véritables rencontres entre les cultures qui prennent le visage de peuples très concrets, avec leur espérance ou leur désespérance ainsi que leurs oppositions d'intérêts, mais seulement un face-à-face menaçant et gros de danger. Face à la mondialisation, les cultures sont en effet inégales. L'espoir et le désespoir sont aux antipodes de la richesse et de la pauvreté, et la défiance se dessine plus aisément que la confiance. Il se trouve en outre que les plus forts, c'est-à-dire les plus riches, non seulement semblent plus insatiables à mesure qu'ils s'enrichissent, mais encore, et c'est encore pis, veulent imposer leur propre culture au reste du monde. Dans ces conditions, aucun dialogue général entre cultures n'est pour le moment envisageable, sauf à se satisfaire d'hypocrites leurres et de trop faibles lueurs de progrès. Il reste que, entre hommes de bonne volonté issus des diverses cultures, agissant comme éclaireurs pour les siècles à venir, un dialogue est possible, à condition d'en définir d'un commun accord les objectifs et les règles dans le cadre plus général d'un dialogue entre civilisations que prônent les Nations Unies qui ont fait de l'année 2003 celle du dialogue des civilisations. De la rencontre au dialogue des cultures. Tout d'abord, le but d'un tel dialogue ne saurait être l'occidentalisation du monde, ce qui est malheureusement la version habituelle de la mondialisation, son repas froid servi aux affamés du tiers-monde. Il ne peut être question pour le reste du monde de s'absorber dans la culture occidentale, partout présente, diffuse comme culture unique ou dominante. Il ne s'agit ici ni des techniques, ni des technologies, ni des sciences, bien communs de l'humanité, mais des modes de vie et de pensée, de l'organisation de la famille, de la morale, de la religion, bref des valeurs et des systèmes de représentation qui forment le noyau dur de la personnalité d'une culture. C'est pourquoi la notion de modernisation ne saurait d'aucune manière être postulée comme synonyme d'occidentalisation. Ensuite, la mondialisation, ou globalisation, ne doit pas être confondue subrepticement avec l'homogénéisation. La réalité est d'ailleurs infiniment plus complexe. La mondialisation, cette notion implexe, n'est que l'une des deux tendances lourdes de notre temps, la seconde étant incontestablement la diversité culturelle. La massivité de la prévalence des notions de mondialisation, ou de globalisation, traduit la dominance d'un modèle culturel prônant la suprématie de la civilisation occidentale. C'est ici qu'il convient de rappeler que le monde, paradoxalement, n'a jamais été si éclaté, si fragmenté. Jamais, sur tous les continents, il n'a été autant soumis aux forces centrifuges, aux cloisonnements nationaux, voire aux atomismes identitaires. Jamais les délires et les dérives ethniques n'ont été aussi menaçants, au point que tout dialogue semblerait a priori impossible. À chaque progrès de la mondialisation correspond l'émergence de micro-sociétés et de microcultures avides de marquer leur territoire. Malgré tout, ce qui rend possible le dialogue. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.